Revenons au cours de cet entretien de la semaine sur cet accord de paix qui est censé donc ramener la paix en RDC. Nous avons invité donc dans ce studio notre invité qui vient souvent nous éclairer sur la situation. Il s'agit de Tite Gatavazi, qui est donc analyste de la politique régionale. Bienvenue à cet entretien de la semaine. Merci pour l'invitation, Patrick. Voilà, donc comme nous venons de le suivre dans cet élément sur notre antenne, il y a donc cette signature le 27 juin dernier à Washington, des accords de paix entre d'une part le Rwanda et la RDC. Entre-temps, à Doha doit se poursuivre les négociations entre les parties congolaises pour trouver des solutions aux problèmes dans ce pays. Entre-temps, dans le même temps, le Congo continue à faire venir des mercenaires. On parle actuellement de mercenaires colombiens. Qu'en sait-on jusqu'à maintenant? Ce qu'on en sait, c'est que préalablement aux discussions de Washington, le président Tshisekedi avait dépêché une très forte délégation. 5 ministres, des dizaines de conseillers, avaient payé un cabinet de lobby à Washington pour obtenir des réunions avec les sénateurs américains, des entrées au département d'État pour 2 choses. Obtenir un soutien militaire pour venir écraser l'AFC M23 et des sanctions contre le Rwanda. Ça ne s'est pas passé comme il l'avait souhaité. Les États-Unis, fort de la masse d'informations qu'ils ont sur la crise à l'est de la République démocratique du Congo, ont préféré en faire des négociations. Et donc, Tshisekedi s'est fâché. Il a rompu le contrat avec le cabinet de lobby qui percevait quand même 5 millions de dollars par mois. Il a ramené toute la délégation sur Kinshasa. Et c'est là que des amis bien intentionnés lui conseillent de passer le cap institutionnel et d'aller chercher des mercenaires. Donc, ils prennent attache avec un certain Eric Prince, qui est un ancien de Marines, installé aux Émirats Arabes Unis et qui a des contacts chez les FARC de Colombie. Et guerrilleros colombiens. Voilà. Et donc, ils poussent la négociation. Les mercenaires coûtent très cher. On a vu ceux qui sont passés par Rubavu. Mais entre-temps, les discussions commencent entre Kinshasa, Kigali et Washington. Mais à voir même l'évolution de ces discussions, on sentait bien que Tshisekedi n'était pas disposé à négocier, en tout cas sous ce format-là, étant donné que lui, il a une obsession, c'est de faire la guerre, une guerre dont il est convaincu qu'il ne gagnera pas, mais il veut à tout prix faire la guerre. Mais comment on peut expliquer cette obstination à faire une guerre visiblement qui n'arrive pas à remporter? Il va d'échec en échec. En tout cas, depuis qu'il a annoncé que East African Force passerait par Bunagana arme au poing, ça ne s'est pas passé comme ça. Il a fait beaucoup de sorties médiatiques pour dire, en gros, vous allez voir ce que vous allez voir. Il nous a juré la main sur le cœur que Goma ne tombera pas. Ils se sont offerts Goma et en prime, ils ont Bukavu. Mais regardez un peu l'isolement de Tshisekedi sur le plan interne. Tout le monde dit qu'il est obsédé. Mais il est obsédé par quoi et pourquoi? Tshisekedi a épousé l'idéologie génocidaire. Il est en alliance avec les FDLR. Il est en alliance avec le président burundais, Ndayishimiye, qui vient
continuer l'idéologie génocidaire en envoyant des troupes à l'Est, mais qui perçoit aussi de l'argent chez Tshisekedi. On sait par beaucoup d'articles de presse depuis Bruxelles que les Belges sont très présents dans cette mouvance d'idéologie génocidaire. On a vu quand même Tshisekedi dépêcher quelqu'un à Niamey, au Niger, pour prendre attache avec les anciens génocidaires qui ont purgé leur peine du TPIR et qui sont résidents au Niger. Ça veut dire qu'il veut continuer ce que le Hutu Power avait fait au Rwanda. Regardez le malaise qu'il y a à Kinshasa avec le CONOPS, le concept d'opération, négocié après-midi. Expliquez-nous le CONOPS. Le CONOPS, c'est la résultante des accusations mutuelles entre le Rwanda et la RDC. Le Rwanda dit et démontre qu'il est menacé par la présence des FDLR que Tshisekedi met aux frontières. Évidemment, Tshisekedi dit que son pays est agressé. Dans toutes les discussions qu'il y a eu, on a quand même entendu une fois que les FDLR n'existaient pas, non, que c'était des résidus. Non, non, ce n'est pas des résidus, c'était des coupeurs de route. Non, c'est des vieillards qui ont 90 ans. En fait, ce n'est pas vraiment ça, on ne sait plus trop. Et donc, Luanda ayant pesé fortement sur ces deux leviers, les deux délégations sont quand même parvenues à se dire effectivement, les FDLR existent. Mais le CONOPS a été préparé par les services de renseignement. Services de renseignement du Rwanda, du Congo et de l'Angola. Et c'est ça qui embête beaucoup la partie congolaise, parce qu'on se rend compte que les FDLR, ce n'est pas seulement les militaires, ce n'est pas les armes, c'est cette idéologie génocidaire. Les FDLR sont l'épine dorsale des FARDC, en alliance. Ils ont été incorporés. Ils sont incorporés au FARDC. On nous dit même jusqu'au sommet de l'État. Ça veut dire que dans la garde rapprochée de Tshisekedi, vous retrouvez des membres des FDLR. Et c'est ça que le CONOPS a mis sur la table, et vous vous souvenez très bien que le 14 décembre dernier, la ministre congolaise des Affaires étrangères refuse de signer le CONOPS à Luanda. C'est dans ces entrefaits que Doha intervient et que les gens vont à Washington. Et donc, si Washington a repris le CONOPS, c'est l'épine dans le pied de Tshisekedi en personne et qualité, comme président de la République, comme chef suprême des armées, comme quelqu'un qui compte beaucoup sur les FDLR. Ces FDLR qui sont quand même le bras armé de la mouvance négationniste éparpillée en Occident. Regardez un peu l'agitation qu'il y a chaque fois qu'on parle de neutralisation des FDLR. On voit bien toute ça part beaucoup de la Belgique. Et on dit, il ne faut pas toucher aux FDLR. Il faut comprendre pourquoi. Les FDLR sont présents au Burundi. Et on voit bien le malaise aussi du président burundais. On voit bien que Tshisekedi finalement est prisonnier, est devenu prisonnier, à la fois des FDLR, mais de tous leurs soutiens dont je parle. Il y a une constellation internationale qui veut faire des FDLR un acteur politique pour peser sur la politique rwandaise. Oui. Alors, si vous permettez, revenons un peu sur la question des mercenaires colombiens. Les mercenaires colombiens, on ne sait pas à quel moment ils sont arrivés sur les terres congolaises. En tout cas, ce qui est certain, c'est après
le départ de mercenaires roumains qui avaient fait beaucoup de promesses à Tshisekedi, à son gouvernement, mais qui ont déposé les armes et qui sont passés par le Rwanda pour retourner chez eux. Maintenant, il fait recours aux Colombiens. Qu'est-ce qu'il attend de Colombiens, alors que, ça sera la dernière question, alors qu'on sait très bien qu'il a signé, à travers son ministre des Affaires étrangères, le 27 juin dernier, la volonté de vouloir un cessez-le-feu et des négociations. Avant de parler des mercenaires, hein, la signature, il est établi, après plusieurs signatures, que Tshisekedi ne respecte jamais sa signature. Pensez bien à Genève, la candidature unique de l'opposition. Pensez bien à Nairobi, son alliance avec Vital Kamerhe. Regardez un peu FCC Cash. On peut aligner comme ça les signatures sur lesquelles Tshisekedi a craché. Il fait venir des mercenaires. Mais a-t-il tiré les leçons de la prise de Goma et de Bukavu? Je ne crois pas. A-t-il tiré les leçons de l'armada, les armes qu'il a amassées à l'aéroport de Goma, avec des mercenaires, avec la SADC, avec des troupes burundaises, avec les FDLR, ajouter à cela quelques FARDC. Et ces gens-là, moi j'aime bien la portion de phrases dite par le président Kagame le 4 juillet. Demandez à ces gens-là ce qui s'est passé. S'ils n'ont pas tiré la leçon, en tout cas de la prise de Goma comme symbole, à la fois politique, à la fois militaire et diplomatique, il va continuer à ramener des mercenaires, que ça vienne de Colombie ou que ça vienne de Papouasie, Nouvelle-Guinée ou d'Australie. Les mercenaires viennent pas pour se battre, parce qu'ils veulent garder l'argent qu'ils gagnent pour eux et pour leur famille. Ça ne servira ni Tshisekedi ni son gouvernement. Et il est en train de montrer maintenant à la terre entière qu'il n'est pas fiable. Merci Tite Gatabazi. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes donc analyste politique dans la région et nous vous remercions de cet éclairage. C'est sur cette note que nous allons mettre un point final à cette grande édition